Bonjour à tous et bienvenue sur Grammaire FLE. Je suis Madame Benhabib, enseignante à l'Université Oran 2, Faculté des langues étrangères. Bien, je vous propose à travers la vidéo d'aujourd'hui une leçon fondamentale de grammaire. Il s'agit des classes grammaticales ou nature. Alors, concernant le plan du cours, il s'étale principalement sur 3 volets. Alors, le premier volet, c'est celui de la question qu'est-ce qu'une classe grammaticale? Deuxième volet, deuxième question, quelles sont les classes grammaticales? Et nous allons les répertorier en mots variables et en mots invariables. Troisième volet, ce sont les difficultés et pièges à éviter. Et là, nous avons relevé toutes les difficultés liées aux classes grammaticales. Première difficulté en 1, attention à l'interprétation des consignes. En B, attention aux homonymes, qui est suivi d'un test. Et en C, distinction entre adverbe et préposition. En D, distinction entre nature et fonction. En E, distinction entre nature de mot et nature de groupe. Et pour finir, une remarque concernant le rapport entre nature et fonction. Voilà. Qu'est-ce qu'une classe grammaticale? Les différents mots de la langue française peuvent être regroupés dans des catégories grammaticales. Chaque mot appartient obligatoirement à une classe grammaticale qui est systématiquement précisée dans le dictionnaire. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous cherchez tel ou tel mot dans le dictionnaire, n'importe quel mot, vous allez trouver certes la définition, mais avant justement cette définition, vous y trouverez des petites lettres, des abréviations en fait, telles que PRE pour préposition, V pour verbe, N pour nom, ADJ pour adjectif, etc., etc. C'est-à-dire que chaque mot de la langue française appartient à une classe grammaticale bien déterminée. Concrètement, reconnaître une classe grammaticale, c'est identifier la nature d'un mot. Autrement dit, la classe grammaticale, c'est l'identité d'un mot. Exemple, le mot lire, c'est un verbe. J'ai réussi à identifier sa nature. Ou je peux dire, j'ai réussi à identifier sa classe grammaticale, puisque classe grammaticale est le synonyme du mot nature. Texte est un nom. Attentivement est un adverbe. Voilà donc pour chaque mot, nous avons une classe grammaticale. OK? J'ai ici l'exemple d'un contexte, donc une phrase, je lis régulièrement le journal. Je peux identifier la nature de chaque mot qui compose cette phrase. Je est un pronom, lis est un verbe, ça vient du verbe lire, régulièrement est un adverbe, le est un déterminant et journal est un nom. Donc voilà pour ce qui est de l'identification de la classe grammaticale des mots ou bien la nature des mots. Donc que le mot soit en contexte ou en dehors d'un contexte, on peut l'identifier, on peut le classer dans le répertoire des classes grammaticales. En fait, sachez qu'il y a 10 classes grammaticales, 5 classes grammaticales variables et 5 classes grammaticales invariables. Les notions de variable et d'invariable vont nous permettre de répertorier les 10 classes grammaticales selon le critère d'accord, ce qui nous permet en fait de mieux cerner et de mieux retenir les 10 classes grammaticales. Donc, avant d'aborder les classes grammaticales en tant que telles, nous devons définir la notion de variable et d'invariable. En fait, les mots variables sont les mots aptes à s'accorder ou à changer d'orthographe. Ils sont variables en genre. Donc, je rappelle que le genre, c'est masculin, féminin. En nombre, c'est-à-dire singulier, pluriel. Et en personne. Et là, le personne, ça dépend des personnes, des pronoms personnels quand il s'agit en fait d'accorder le verbe. Exemple, les animaux domestiques préfèrent les grandes surfaces. Donc ici, nous avons une phrase et nous allons analyser l'accord au niveau de chaque mot. Donc premier mot, les. Les en fait est un déterminant.
Et donc, pour voir si la classe des déterminants, c'est une classe de mots variables ou de mots invariables, en fait, nous allons nous intéresser à l'accord de ce genre de mots. Donc, les est au pluriel et le signe de ce pluriel, c'est le S. Donc, voilà, s'il a pris un S, c'est que c'est variable. Parce qu'à la base, les, c'est le. Animaux, à la base, c'est animal, donc c'est un nom. Et au pluriel, il a changé en AUX. Le AS est transformé en AUX. Donc les noms, on déduit par là que les noms est une classe grammaticale de mots variables. Domestique est un adjectif qualificatif et il s'accorde, donc là il s'accorde en nombre, donc il est au pluriel, il a pris un S, donc les adjectifs qualificatifs sont des mots variables. On continue, préfère, donc c'est un verbe. Et là, il s'accorde le verbe s'est accordé en nombre et en personne. Les animaux domestiques, on peut les remplacer par il au pluriel, le pronom personnel il. Donc il préfère. La personne, c'est la troisième personne du pluriel, donc le nombre pluriel. Et donc, les verbes sont des mots variables. Les, c'est un déterminant tel qu'on l'a vu tout à l'heure, mot variable. Un autre adjectif grand, là, il s'accorde en, puisqu'il est au féminin ici, donc il a pris un E, il s'accorde en genre, le genre féminin, et en nombre pluriel. Donc, il s'accorde en genre et en nombre, tel que le nom d'ailleurs. Les noms s'accordent en genre et en nombre. Donc, étudiant, par exemple, étudiante. Et puis nous avons le mot surface qui est un nom et les noms s'accordent aussi en genre et en nombre, ce qui fait d'eux des mots variables. Passons aux mots invariables. Les mots invariables ne s'accordent pas ce sont les mots qui ne s'accordent pas ou qui ne changent pas d'orthographe. Exemple, les étudiants doivent travailler durement pour réussir. Alors, les étudiants doivent travailler durement pour réussir. Nous avons une phrase avec des mots en bleu et des mots en rose. Donc nous remarquons que les mots en bleu sont accordés et les mots en rose, en fait, bien que le sujet est pluriel ainsi que le verbe, ces mots-là n'ont pas de signe d'accord. Donc durement, quelle est sa classe grammaticale? C'est un adverbe. Nature, adverbe. Et les adverbes ne s'accordent jamais, ce sont des mots invariables, quel que soit le contexte. Féminin, pluriel, en fait, ils ne s'accordent pas. Pour, c'est une préposition et les prépositions ne s'accordent jamais. Donc vous voyez là, les mots invariables ne s'accordent pas, les mots variables, ce sont les mots qui s'accordent, tout simplement. Bien, dans le répertoire des mots variables, nous avons 5 classes grammaticales. D'abord, les noms qui sont variables en genre et en nombre, donc ils s'accordent en genre et en nombre. Alors, à titre d'exemple, nous avons carte, atterrissage, volonté, papier mouchoir. Là, le cas de papier mouchoir, c'est un nom composé de 2 noms, papier et mouchoir, et ils sont liés par un trait d'union, vous voyez bien. Alors, deuxième classe grammaticale, les déterminants qui s'accordent en genre et en nombre, le, une, des, mon, cette, trois, quel, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, dans les classes grammaticales, nous avons des sous-classes grammaticales. Par exemple, dans le cas des déterminants, nous avons plusieurs catégories. Donc, d'une part, les articles et d'autre part, les adjectifs démonstratifs, possessifs, cardinaux, interrogatifs, exclamatifs, etc. Donc, troisièmement, les adjectifs qualificatifs, courageux, sérieuse, abondant, donc facile à reconnaître. Quatrièmement, nous avons les pronoms, et là aussi nous avons des sous-catégories et des sous-classes grammaticales, donc des catégories plutôt. Il, nous, lui, pronom personnel, ensuite le mien, pronom possessif, celui, pronom démonstratif, le on, pronom indéfini, etc. Et puis, concernant les verbes, voilà, facile aussi à reconnaître, finir, produire, craindre, etc.
Quant au répertoire des mots invariables, il contient également 5 classes grammaticales. Donc, nous avons les prépositions. Ce sont des mots qui ne s'accordent pas. Donc, nous avons à titre d'exemple à, de, avec, par, avant, chez, etc. Et d'un autre côté, nous avons les adverbes demain, ici, là-bas, et puis les adverbes en ment, lentement, progressivement, etc. Donc, dans les adverbes, nous avons aussi plusieurs catégories. Par exemple, dans le cas de demain, c'est un adverbe de temps. Ici et là-bas, adverbe de lieu. Donc, là, lentement, c'est un adverbe de manière. C'est assez variable en termes de catégories. Donc, troisièmement, les conjonctions de coordination. Alors là, il y a 7 mots à apprendre à travers cette composition, cette formule. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc là, il n'y a que ces 7 mots comme conjonction de coordination. Sinon, pour le reste, regardez bien, à chaque fois, je mets 3 points de suspension. Cela signifie qu'il y en a d'autres, mais là, il n'y a que ces 7 mots-là à apprendre par cœur. Et ensuite, nous avons les conjonctions de subordination. Et là, nous avons puisque, lorsque, afin que. Alors là, à partir du moment où une conjonction se compose de 2 mots, afin que, vous voyez, qui sont séparés, mais qui ont un seul sens, donc ils expriment le but. Et donc, dans ce cas, on parle de locution conjonctive de subordination. OK? En 5, nous avons les interjections. Alors, c'est quoi une interjection? Ce sont des mots qui ne s'accordent pas en aucun cas, en aucun contexte. Donc, nous avons le A. Ce sont des mots en fait qui expriment un sentiment vivace. A, la surprise, et mince. Donc, à chaque fois, ils sont suivis d'un point d'exclamation. Donc, facile à reconnaître. Et puis, ils peuvent reproduire des sons comme boum, toc, toc. Dans ce cas, ça s'appelle des onomatopées. Voilà. Alors, passons au volet des difficultés et pièges à éviter. En fait, à travers cette séquence, je vous parlerai d'erreurs communes commises par les étudiants. Donc, souvent, les étudiants, par exemple, interprètent mal les consignes. Donc, attention à l'interprétation des consignes. Exemple. Donc, nous avons la consigne suivante, déterminer la classe grammaticale des mots en gras. Exemple, les bonnes manières sont toujours appréciées. Donc, les mots en gras dans ce contexte sont bonnes et toujours. Donc là, souvent les étudiants font un glissement vers les mots variables et les mots invariables. Donc, ils confondent. Là, il est explicitement demandé de déterminer les classes grammaticales, n'est-ce pas? Donc, bonne, c'est un adjectif qualificatif et toujours, c'est un adverbe. Donc, souvent, les étudiants ici me mettent bonne, c'est un mot variable et toujours mot invariable. Or, c'est faux, ça ne répond pas à la consigne. Donc, il faut aller vers les mots variables et invariables dans le cas où on vous demanderait la consigne de cette manière. Dites si les mots en gras sont variables ou invariables. Vous voyez, c'est dit de manière explicite. Et à ce moment-là, vous pourrez dire bonne, c'est variable, toujours invariable. Donc voilà pour la première erreur et la première difficulté, le premier piège. Alors, ça n'est pas un piège à proprement parler, mais en fait, je vous montre un petit peu comment éviter ce genre d'erreur. Bien, restons avec les difficultés et nous arrivons ici en fait à la plus grande des difficultés. Pourquoi? Parce qu'a priori, un mot appartient à une classe grammaticale, c'est-à-dire n'importe quel mot appartient à telle ou telle classe grammaticale. C'est ce que nous savons jusque-là. Or, il y a un or, certains mots peuvent en avoir plusieurs. Cela signifie qu'un mot peut appartenir à 2 voire 3 classes grammaticales différentes.
Donc la plus grande difficulté consiste à savoir attribuer des mots qui ont la même apparence ou le même son à la classe grammaticale adéquate. Autrement dit, et la difficulté est de savoir déterminer la nature des mots qui se ressemblent. Et c'est le cas des homonymes. Donc attention aux homonymes, qui sont les mots ayant la même orthographe, le même son, mais un sens différent. Exemple, il est très fort, il parle fort. Donc nous avons le mot fort qui revient dans deux contextes différents. Maintenant, quelle est la classe grammaticale du mot fort dans le premier contexte? Comment l'analyser? Je vais vous montrer en fait des techniques pour savoir comment classer le mot dans telle ou telle classe grammaticale. Donc, le mot fort, ici, en fait, il a un rapport avec il. C'est il qui est fort. Donc, il est en train de le qualifier, comment il est. Donc, la première option, justement, c'est de remplacer le mot fort par un autre adjectif qualificatif. Donc, il est fort, on peut dire il est grand. Donc là, grand, c'est un adjectif qualificatif toujours. Donc, on reste toujours dans la classe grammaticale des adjectifs qualificatifs. Alors, il y a une autre option, c'est d'aller vers le sujet, justement, et de remplacer le pronom masculin par un pronom féminin. Donc, de il, on passe à elle. Elle est très forte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accord et les adjectifs qualificatifs, on sait qu'ils s'accordent en genre et en nombre. Donc, cela me permet justement de déterminer en fait la nature de ce mot ou la classe grammaticale de ce mot comme étant un adjectif qualificatif. Je l'ai confirmé avec le jeu de mots, en fait, avec les techniques que je vous ai montrées. On va appliquer la même chose au deuxième contexte. Donc, il parle fort, le mot fort revient. Est-ce que je peux le remplacer par grand, petit? Non, pas possible. Par quel autre mot puis-je le remplacer justement? Ben, il parle fort, il parle doucement. Donc là, on est devant un autre type de mot, une autre nature de mot. Il s'agit en fait, doucement, c'est un adverbe. Donc fort, c'est forcément un adverbe. Pour le confirmer, on va vers la deuxième option, celle de remplacer le sujet masculin par un sujet féminin. Donc, elle parle fort. Regardez bien, il n'y a pas d'accord et on sait que les adverbes ne s'accordent jamais. Ce sont des mots invariables. Et donc, par là, j'ai pu justement déterminer la nature du mot fort, du même mot en fait. Mais donc, nous avons le même mot, mais nature différente. Donc, le premier fort, c'est un adjectif qualificatif. Le deuxième fort est un adverbe. Alors, passons à un autre cas de figure. Exemple, mon frère écrit bien. Le bien finit toujours par triompher. Nous avons le mot bien qui revient. Alors, mon frère écrit bien. Donc, par quoi pourrais-je remplacer le mot bien ici? Il écrit mal. Il écrit lentement. Il écrit comment? Vous voyez, comment, c'est par rapport à l'adverbe. Et puis, l'adverbe, il faut savoir qu'il complète un verbe. Il modifie le sens du verbe. Donc, le mot bien a un rapport avec le verbe. Quand on a un adjectif, l'adjectif a un rapport avec un sujet, un nom, et non pas un verbe. Donc, bien ici n'a pas de rapport avec mon frère, mais avec le mot ou bien avec le verbe écrit. Bien, nous allons remplacer le mot mon frère ou bien le groupe nominal mon frère par ma sœur. Ma sœur écrit bien. Donc, on reste toujours devant un mot qui ne change pas d'orthographe. Qu'est-ce qu'on déduit par là? On déduit que c'est un adverbe. Passons au deuxième exemple. Le bien finit toujours par triompher. Alors là, c'est clair. Ici, le mot bien est accompagné d'un déterminant. Et chaque mot de la langue française qui est accompagné d'un déterminant, c'est forcément un nom. D'accord? Il n'y a que le nom qui peut être accompagné d'un déterminant. Ce qui signifie que le mot bien ici est un
nom. Voilà. Donc ici, c'est un nom, là, c'est un adverbe. Le même mot, un même mot, mais nature différente. Donc vous voyez les techniques, il suffit en fait de jouer avec les mots et on finit par trouver la classe grammaticale adéquate. Alors pour voir si vous avez bien compris, je vous propose un test dont la consigne est la suivante. Alors, pour chaque mot indiqué à quelle classe grammaticale il peut appartenir en les mettant en contexte, c'est-à-dire dans des phrases. Les mots sont les suivants. Nous avons cours, vers, colle, sous et si, en sachant que chacun de ces mots appartient à deux classes grammaticales, voire trois classes grammaticales. OK? Donc, vous allez les employer dans des phrases et répondre au niveau des commentaires. Donc, j'attends vos réponses. Autre difficulté, c'est celle de l'éventuelle confusion entre adverbe et préposition. Donc, vous savez bien que adverbe et préposition sont deux classes grammaticales de mots invariables. Donc, ils ne s'accordent en aucun cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas le cas de toutes les prépositions qui peuvent être retrouvées comme étant des adverbes et vice-versa. Il n'y a qu'un certain nombre de prépositions, donc des homonymes, ce sont les mêmes mots en fait qui ont la même apparence et qu'on peut trouver en tant qu'adverbe, tout dépend des contextes. C'est-à-dire en changeant de contexte, un même mot peut appartenir à deux classes grammaticales différentes. En l'occurrence, ici, on peut les trouver en tant qu'adverbe et en tant que préposition. Donc, je vous explique un petit peu comment ça se passe à travers l'exemple numéro 1. Je me suis garée devant l'opéra. Exemple 2, dans la voiture, je préfère toujours me mettre devant. Donc, nous avons le même mot devant qui revient dans les deux contextes, n'est-ce pas? Alors, quelle est la technique? En fait, la technique est la suivante. Il faut revenir au rôle ou à la définition même de la préposition. La préposition, son objectif, sa vocation, c'est d'introduire un complément. Donc là, nous avons le verbe et là, nous avons le complément du verbe. Et elle relie entre les deux éléments, entre le verbe et le complément. Donc elle l'introduit, ça veut dire qu'une préposition ne peut exister sans complément. C'est le cas ici devant et la préposition qui introduit le complément d'objet direct, l'opéra. Pardon, je me suis garée où? Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Or, dans le deuxième contexte, nous avons le mot devant qui n'est pas accompagné d'un complément. Il n'a pas de complément. En fait, c'est lui qui complète. Regardez bien ce qui se passe dans cette phrase. Donc, il faut toujours revenir au sens pour comprendre comment fonctionnent les phrases grammaticalement. Je préfère toujours me mettre au devant, d'accord? Donc, me mettre devant, là, il complète le verbe se mettre. Donc là, c'est lui qui complète, alors que dans la première phrase, devant, c'est elle qui a introduit le complément. Donc la préposition introduit un complément, l'adverbe fonctionne tout seul et c'est lui qui complète un autre élément dans la phrase. Ça peut être soit un verbe, soit un adjectif, soit un autre adverbe, soit une phrase. Voilà le rôle de l'adverbe. Donc, dans la première phrase, devant est une préposition et dans la seconde, devant est un adverbe. Et puis, le mot devant, en fait, il peut faire une autre gymnastique. Il peut appartenir aussi à la classe des noms quand il est accompagné d'un déterminant. Quand je dis le devant d'une maison, c'est la façade. Prendre les devants dans cette expression, en fait, les devants va s'accorder, on va mettre un S et c'est un nom. Donc, voilà pour ce qui est du mot devant. Ça n'est pas le cas de toutes les prépositions, je l'ai dit, donc c'est une remarque très importante. Donc les prépositions telles que chez, dans, sous, sur ne sont que des prépositions, elles ne peuvent pas sortir de cette classe grammaticale. Alors, et puis en revanche, nous avons des adverbes en fait qui ne sont que des adverbes. C'est le cas de bientôt, de loin, lentement, gentiment, tous les adverbes en ment qui se terminent par ment, en fait, ne sont que des adverbes et ils ne peuvent pas sauter, on va dire,
rebondir sur la classe grammaticale des prépositions. Donc, il n'y a que certains mots qui sont touchés par cette confusion. C'est le cas de devant, le cas de avant, le cas de derrière, après, etc. Donc, on va voir, on va prendre un autre exemple pour mieux comprendre. Nous passerons te voir après. Je vous donnerai les notes après la correction. Donc, d'après vous, quel est le mot après en tant que préposition et lequel est adverbe? Donc, dans le premier contexte, après, il est tout seul, n'est-ce pas? Il n'a pas de complément. Voilà, il suffit de voir s'il y a un complément ou pas. S'il y a un complément, c'est une préposition. Si ça n'est pas le cas, regardez bien, nous passerons te voir quand après. C'est un complément de la phrase ou un complément du verbe voir, quand. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vous propose un petit test encore une fois. Donc, voilà, pour voir si vous avez bien compris l'explication. Vous avez 4 mots pour, contre, avec, sans. Chacun d'eux, en fait, appartient à 2 classes grammaticales, voire 3 classes grammaticales pour certains. Donc, vous devez les employer dans des phrases, une fois en tant que préposition, une fois en tant qu'adverbe, et s'ils ont une autre nature, ben, employez-les dans des phrases et dites quelle est leur nature respective. Donc, j'attends vos réponses au niveau des commentaires. Autre difficulté, en fait, ça concerne l'amalgame entre nature et fonction. Alors, nature et fonction, cela signifie classe grammaticale et fonction grammaticale. Donc, nature renvoie à classe grammaticale et fonction, c'est la fonction grammaticale ou le rôle que joue un mot dans une phrase. J'explique à travers les définitions. Donc, jusque-là, on a abordé la classe grammaticale, c'est la nature d'un mot, sa catégorie, son identité. Ce sont les 10 classes grammaticales que nous avons vu à travers la vidéo, pardon. Et puis, d'autre part, nous avons la fonction. La fonction d'un mot, c'est le rôle que joue ce mot au sein d'un contexte donné. Cela signifie que la fonction ne peut être déterminée que dans une phrase par rapport aux autres mots qui la constituent. Donc, quelles sont les fonctions qu'on peut avoir? On peut avoir la fonction de sujet dans une phrase. Donc, un mot peut être un sujet, un mot ou un groupe de mots, bien entendu. Ça peut être un COD, ça peut être un CC, ça peut être un attribut, etc., etc. Donc là, nous avons les fonctions. La nature, ce sont les classes grammaticales, c'est déterminant, verbe, adjectif qualificatif, conjonction, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mot en dehors d'un contexte, en dehors de la phrase, il a une nature, mais pas de fonction. Et à partir du moment où il entre dans la composition d'une phrase, il a forcément une nature et une fonction. Donc, ce sont, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, deux faces de la même médaille à partir du moment où le mot entre dans un contexte donné. Voilà. Alors, dans le cadre du rapport entre nature et fonction, il faudrait absolument distinguer entre nature de mot et nature de groupe. Ce sont deux notions qui vont nous permettre de mieux cerner la notion de fonction. Alors, en termes de classe grammaticale, nous avons 2 niveaux d'analyse. Premier niveau d'analyse, c'est la nature de mots. Donc, dans une phrase donnée, on pourrait aborder la phrase de la manière suivante. Mon père lit régulièrement le journal. On pourrait la décomposer en mots. Donc, cette décomposition, il s'agit du premier niveau d'analyse, celui de la nature de mots, c'est-à-dire les 10 classes grammaticales. Donc, mon, ça va être un déterminant, père, un nom, lit, un verbe, régulièrement, adverbe, le déterminant et journal, un nom. Or, il y a un problème par rapport à certaines classes grammaticales. Par exemple, la préposition, le déterminant n'ont pas de fonction dans la phrase.
Par exemple, dans le cas du déterminant, il n'est là que pour déterminer le nom. Donc, il forme un groupe avec le nom. Ce qui nous renvoie au deuxième niveau d'analyse, celui de la nature de groupe de mots. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une phrase, il faut savoir la décomposer en groupes. Exemple, les romans littéraires intéressent souvent les étudiants. Donc, nous avons ici un autre type de décomposition qui va, celui-là en fait, nous servir à déterminer les fonctions de ces constituants. Alors, les romans littéraires. Dans ce premier groupe, nous avons un déterminant, un nom et un adjectif. On les a regroupés, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est justement tout le groupe, en fait, qui fait l'action exprimée par le verbe. Donc, je reprends. Les romans littéraires, les n'a pas de fonction. Roman, en fait, c'est un nom et littéraire qualifie ce nom-là. Quel genre de roman? Littéraire. Donc, c'est un adjectif qualificatif. C'est ce qu'on appelle les expansions du nom. Donc, le déterminant, l'adjectif qualificatif, à partir du moment où ils rejoignent un nom, il faut savoir qu'ils représentent des expansions du nom et ils forment un groupe avec ce nom. Donc, le noyau de ce groupe, c'est un nom et c'est la raison pour laquelle il prendra le nom de groupe nominal. Ensuite, le verbe. Donc, nous avons le verbe et nous avons un adverbe. Donc, l'adverbe a une fonction, le verbe a une fonction. Donc, il conviendrait de les séparer. Les étudiants, le déterminant n'a pas de fonction. Il détermine un nom avec lequel il forme un groupe nominal. Et là, il s'agit du deuxième niveau d'analyse, celui de la nature de groupe qui nous servira en fait à déterminer les fonctions. En fait, dans le même ordre d'idées, la notion de nature de mots et nature de groupe vont nous permettre de mieux cerner la notion de fonction. En fait, il y a une liaison entre eux. Donc, le premier niveau d'analyse et le deuxième niveau d'analyse vont nous permettre de déterminer les fonctions dans une phrase donnée. Alors, exemple, le président s'adresse régulièrement à ses citoyens. Donc, on a besoin, dans un premier temps, du premier niveau d'analyse pour reconnaître et identifier chaque mot qui compose la phrase. Le, c'est un déterminant. Président, c'est un nom. Alors, le président va constituer un groupe. Pourquoi? Parce que donc là, on est en train d'aborder la phrase en termes de fonction. Et pour que cet élément-là joue un rôle dans la phrase par rapport au verbe, il faudrait le prendre en tant que groupe. Pourquoi? Parce que le, c'est un déterminant et le déterminant n'a pas de fonction. Il détermine le nom, c'est tout. Donc, il n'a pas de fonction à lui tout seul. C'est avec le nom qu'il va former un groupe et qu'il va jouer un rôle. Donc, c'est tout le groupe nominal qui va avoir une fonction. Donc, déterminant plus nom, quelle est la nature de ce groupe? C'est un groupe nominal. Donc, on ne parle pas de classe grammaticale, on parle en termes de nature maintenant. Les 10 classes grammaticales sont connues. À partir du moment où on passe au groupe, donc il faut déterminer le nom du groupe. Et en l'occurrence, nous avons un groupe nominal. Ensuite, on décompose de la manière suivante. Pourquoi? Parce que s'adresse, c'est un verbe, donc il va avoir la fonction de verbe. Régulièrement, il s'agit là d'un adverbe qui va jouer une fonction, qui va jouer un rôle, donc il va avoir une fonction dans la phrase. Et on a un autre groupe ici, on a 3 mots qui forment un groupe. Alors, quelle est la nature de ce groupe? Il faut déterminer donc le premier niveau d'analyse, c'est l'identification de chaque mot. C'est une préposition. C'est est un déterminant possessif et citoyen, c'est un nom. Donc, le noyau de ce groupe, c'est le nom citoyen.
Donc, on pourrait dire que c'est un groupe nominal. Or, ce groupe nominal a la spécificité de commencer par une préposition. Et à chaque fois qu'on a un groupe nominal qui commence par une préposition, on l'appellera un groupe prépositionnel. D'accord? Donc, groupe prépositionnel. Et là, nous avons un groupe nominal. OK? Donc, chacun de ces constituants va jouer un rôle dans la phrase. Donc, chaque groupe ou chaque mot va justement avoir un rôle, une fonction dans la phrase. Et quand il faut aborder la phrase, quand il s'agit d'aborder la phrase en termes de fonction, il faut la prendre sous deux angles différents, donc nature et fonction, qui forment justement qui forment une alliance, telle qu'on l'a dit. Donc voilà. Donc on a vu que on ne peut pas déterminer les fonctions sans avoir recours à la notion de nature. Donc le président, sa nature, c'est un groupe nominal. Donc là, si on veut aller vers le premier niveau, donc plus détaillé, groupe nominal, c'est un déterminant plus non dans le cas de cette phrase. Fonction, la fonction de ce groupe. Donc la fonction, là, on s'intéresse au sens et là, on va poser des questions à partir du verbe. Le verbe, c'est le noyau de la phrase. Donc, qui fait cette action? L'action exprimée par ce verbe-là. Qui s'adresse? C'est le président. Le président, c'est le sujet, n'est-ce pas? Sa nature, c'est un groupe nominal. Le verbe, donc nature et fonction, c'est la même. Il ne change pas de nature. Enfin, il ne change pas. S'il est verbe, sa fonction, ça sera verbe. C'est très simple pour ce qui est du verbe. Hein. Ensuite, nous avons le constituant régulièrement qui est un adverbe. Donc, nature, adverbe, c'est une classe grammaticale. Donc là, c'est un mot, donc on peut aller vers la notion de classe grammaticale. Et puis, la fonction, c'est un complément circonstanciel de... Donc là, il apporte une modification à ce verbe-là. Il s'adresse à quelle fréquence à ses citoyens? Il s'agit en fait de fréquence. Donc, ce complément circonstanciel exprime la fréquence et du coup, c'est un complément circonstanciel de fréquence. Ensuite, et pour finir, à ses citoyens, donc là, le dernier groupe, c'est un groupe prépositionnel dont la fonction est COI. Pourquoi? Parce que le président s'adresse à qui? Donc la question à qui correspond en fait au complément d'objet indirect. Voyez-vous? Une dernière remarque concernant le rapport entre nature et fonction. Sachez qu'un même mot ou groupe de mots change de fonction selon la place qu'il occupe dans la phrase et les relations qu'il entretient avec les autres mots. Donc, premier exemple, nous avons mon frère maîtrise parfaitement l'informatique. Deuxième exemple, l'informatique est un domaine d'activité scientifique. Troisième contexte, le professeur nous a initiés à l'informatique. Donc, ici, nous avons le même groupe nominal, déterminant plus nom, l'informatique, qui revient avec des fonctions différentes parce que les contextes changent. Alors, dans le premier contexte, l'informatique, nature, c'est groupe nominal, fonction, COD. Donc, mon frère maîtrise quoi? L'informatique. Le rapport qu'entretient l'informatique avec le verbe, c'est qu'il est son complément, il le complète. Ici, c'est son sujet, le sujet du verbe être. Deuxième contexte, l'informatique, nature, groupe nominal. Donc, on reste dans la même nature, mais une fonction différente. Donc, la fonction, c'est sujet. Troisième contexte, le professeur nous a initiés à l'informatique. Donc, le professeur a initié qui? Nous, COD. Il nous a initiés à quoi? À l'informatique. À la base, c'est un COI, mais puisqu'il y a un COD, ça devient un COS, c'est-à-dire complément d'objet second. C'est le deuxième complément du verbe initier.
Donc vous voyez bien que l'informatique n'a pas changé de nature, mais il a changé à chaque fois qu'il a changé de contexte, il a changé de fonction aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors pour résumer, nous avons présenté les classes grammaticales. Nous les avons répertoriées en mots variables et invariables. Alors il faut savoir que dans cette vidéo, nous avons cité, nous avons présenté les classes grammaticales. Dans d'autres vidéos, nous allons reprendre les classes grammaticales une par une et nous les étudierons de manière beaucoup plus exhaustive parce qu'il faut savoir que pour chaque classe grammaticale, il y a des sous-classes grammaticales ou bien des catégories grammaticales qu'il faut connaître et maîtriser surtout. Et puis, dans cette vidéo, l'essentiel, ce sont les difficultés liées aux classes grammaticales. Donc, nous avons relevé les points qui ont tendance à embrouiller les apprenants de manière générale. Et vous avez appris notamment que certains mots peuvent avoir des natures différentes et qu'une même nature de mot peut avoir plusieurs fonctions dans la phrase. Et puis, vous avez aussi, appris à faire la distinction entre nature et fonction. Et puis, s'il y a un conseil à retenir, c'est qu'il faut bien lire la consigne. Donc voilà l'essentiel de cette vidéo. Et si toutefois vous avez des ambiguïtés, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau des commentaires. J'espère que vous avez compris, vous avez bien suivi et à la prochaine vidéo. Je vous remercie.